16h51, chaque jour, un expert de marché nous rejoint pour déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, il vient combattre le consensus avec son style et son franc-parler. J'ai même envie de dire avec style, tout simplement. Marc Giraud nous rejoint pour HMG. Bonjour Marc. Bonjour messieurs. Ravi de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes venu en robotaxi, bien sûr. Non, je me suis perdu en sortant du métro et je viens de l'hémisphère sud. Et logiquement, au lieu de tourner à droite en sortant du métro, j'ai tourné à gauche. Voilà. Avec le conflit au Moyen-Orient, vous nous perdez là. Avec le conflit au Moyen-Orient, Marc, beaucoup pensent qu'il va falloir encore investir dans les valeurs de défense. Mais ce n'est pas votre cas. Vous vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que les valeurs de défense auraient encore beaucoup de potentiel à la hausse, surtout avec en plus ce nouveau conflit au Moyen-Orient. Le contexte est favorable aux valeurs de défense, vous serez d'accord là-dessus? Oui, j'ai mal choisi mon jour pour essayer de sabrer dans cette opinion communément admise qu'il faut investir dans les valeurs d'armement. J'ai été frappé l'autre jour quand j'ai vu qu'un fournisseur d'indices européen bien connu, FCI, Fair Cost Index, avait lancé, tenez-vous bien, un indice des valeurs d'armement. Ça s'appelle le Europe Impact Defense, je ne sais pas comment on prononce. J'ai déjà oublié mon anglais. Et tenez-vous bien, ils ont réussi à trouver 100 actions du secteur de la défense directement et indirectement en Europe. Nous, chez HMG, beaucoup plus modestement, on a retenu simplement les 7 principales. Alors, ce ne sont pas les 7 magnifiques, les 7 merveilleuses, ce sont les 7 horribles. C'est Thales, Dassault Aviation, Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Rolls-Royce et Kongsberg. Donc, c'est une belle représentation des différents pays européens, puisqu'on a la Norvège, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, même si l'Angleterre a quitté l'Europe. Et ce que je vois quand je regarde tout ça, ça ne me donne absolument pas envie d'investir aujourd'hui dans les valeurs de défense européennes. Attendez, les fleurons de la défense européenne vous donnent absolument pas envie d'y investir. Qu'est-ce qui vous rend si défiant? Est-ce que vous avez des chiffres à nous apporter qui puissent justifier votre méfiance? Oui, je pense quelques chiffres très simples. C'est un peu comme ce que vous disiez au sujet de Tesla. On fait les comptes et puis on trouve finalement que quand on regarde les capitalisations boursières, le compte n'y est pas. Et c'est un peu ce que je me dis. Ce que j'observe, c'est que la défense est un secteur... depuis la chute du mur de Berlin, qui n'est pas très favorisé en Europe. C'est aussi un secteur qui a beaucoup souffert des normes ISR, qu'elles soient latentes ou qu'elles soient finalement formalisées. Donc c'était un secteur un peu survivant en bourse. Et malgré tout, en 2022, au démarrage de la guerre en Ukraine, ces valeurs, ces actions étaient déjà chères. Rheinmetall, le champion européen des tanks par exemple, ou Rolls-Royce aux États-Unis, valaient déjà 70 fois leurs bénéfices. Au début même de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire avant même que ça commence, ou le jour où ça a commencé, si vous voulez. Si on veut une date précise, c'est le 24 février 2022. Et Dassault, Thales et Kongsberg valaient tous plus de 20 fois leurs bénéfices. Donc la seule valeur en retard, c'était Leonardo, qui est un groupe italien extrêmement diversifié, le résultat de multiples fusions en Italie, et qui couvre un peu toute la panoplie du secteur de l'armement. Mais pour moi, tout ça, c'était déjà des évaluations très généreuses dans un secteur qui était réputé, dans le meilleur des cas, plan-plan, et dans le pire des cas, inacceptable pour l'investisseur. Et aujourd'hui, ça vaut encore plus cher. Si je regarde ce que sont devenues ces 7 valeurs de défense, elles ont multiplié par 6 depuis 2022, fois 6. Elles étaient déjà très chères en 2022, elles valent 6 fois plus cher en moyenne. Pendant ce temps, si vous voulez, l'indice Stoxx 600 progressait de 25%. Rien que depuis le début 2025, excusez-moi, je suis un petit peu véhément, mais rien que depuis le début 2025... Vous êtes vénère. Elles ont en moyenne doublé. Pour moi, c'est typique d'une accélération de momentum qui s'est installée. Donc, avec aujourd'hui Rheinmetall à 100 fois les bénéfices. Rheinmetall vaut plus de 100 fois ces 100 fois les bénéfices. Ah oui. Alors, ensuite, on ne va pas discuter sur le fait de savoir si c'est les bénéfices de dans 2 ans ou ceux de cette année. Mais on est à 100 fois les bénéfices, Thales 55 fois les bénéfices. Pour moi, si vous voulez, ces évaluations, exactement comme ce que vous disiez pour Tesla, supposent une croissance très forte dans les années à venir, et non seulement une croissance très forte, mais également une croissance bénéficiaire, ce qui n'est pas gagné. Alors, je vais peut-être me contredire et je m'en excuse, mais de même qu'on dit qu'une valeur massacrée en bourse et qu'il y a une valorisation très faible, c'est pas un catalyseur, l'inverse marche. C'est pas parce que c'est très élevé que c'est forcément une mauvaise chose. Oui, il y a un effet momentum dans les actions. En 2022, bien sûr. Vous n'auriez pas investi dans Rheinmetall. Tout à fait. Non, il y a l'argument que j'achète tout à fait, que
ce sont des sociétés avec des coûts fixes très élevés, des installations industrielles puissantes et généralement qui étaient sous-utilisées avant la guerre en Ukraine. Donc on va avoir ce qu'on appelle un levier opérationnel. Quand le chargement des usines augmente, la rentabilité progresse plus que proportionnellement. Mais ce ne sont pas les seuls inconvénients que je trouve aujourd'hui au secteur de la défense européen. Je trouve 3 autres inconvénients importants, si vous voulez. On vous arrête plus, Marc. Vous détestez ce secteur. Alors expliquez-nous, pourquoi est-ce qu'il y a encore plus d'inconvénients que ceux que vous venez déjà de nous présenter? Pourquoi la montagne, en fait, est un Himalaya, quoi? Tout d'abord, c'est vrai, le secteur de la défense, c'est un secteur qui manque de profondeur boursière. Il manque des tas de briques là-dedans. Le secteur de l'aéronautique défense est relativement bien représenté, mais tout ce qui est en dessous, si vous voulez, les briques de construction, les munitions, tout ça, en bourse, on le trouve pas beaucoup. Donc, c'est un secteur qui manque de profondeur boursière. Toutes les sociétés qu'on avait en France dans l'armement, les Matra, les Manurin, les Lucher, se sont fait racheter, ont fusionné, ont disparu, ont fermé. Vous avez connu ça, tout ça a disparu. Matra, Lucher, Manurin. C'était Matra quand même. Ouais, Matra. Même un club de foot, Matra Racing, s'il va dire. Oui, absolument. Puis ils avaient une écurie qui a gagné Le Mans, et puis ils fabriquaient des missiles. C'est devenu MBDA. Oui. D'accord. Il y a quand même. Là, vous dépassez ma compétence. Bref, je vois qu'il y a des choses intéressantes qui ont survécu à Matra. Mais c'est pas coté en bourse. Après, c'est l'Empire Lagardère dans le temps. Exactement. Sylvain Floirat, enfin, tous ces gens-là. Mais d'autre part, si vous voulez, une grande partie du secteur de l'armement est aux mains des arsenaux nationaux. Donc, c'est pas coté en bourse par essence. C'est pas... Donc, pourquoi est-ce que ça vaut si cher aujourd'hui le secteur européen de la défense? Simplement parce qu'il y a un phénomène de rareté. Mais je vois aussi 2 autres inconvénients. Premier inconvénient, le temps du secteur de la défense n'est pas le temps de la bourse. Le secteur de la défense, ça se joue en année. Le patron de Thales dit que les annonces d'aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires dans 6 ou 7 ans. Bon, la bourse, elle résonne à quelques semaines, quelques mois. Donc un jour ou l'autre, il va y avoir friction, il va y avoir choc, il va y avoir confrontation entre ces 2 temps. Oui. Et je ne suis pas sûr que l'évaluation du secteur de la défense en Europe sorte gagnant. Et puis, finalement, il y a les clients. Qui sont les clients du secteur de la défense? Ce sont les États. Ah oui. Les États sont des clients monopolistiques, sont des clients... je veux dire, compliqués, sont des procéduriers. Puissants, Marc. Oui, mais impécunieux et radins. Donc, tout ça mis bout à bout, je pense que c'est une très bonne situation pour se trouver quand on est un industriel. Bon, au pire, si on veut quand même y investir, on investit dans quoi ? Alors, j'ai honte de dire ça ici, où vraiment on porte haut les couleurs de la France boursière, mais les Américains. On investit chez les Américains. Les Américains couvrent le monde entier avec toute la panoplie de tout ce qu'on peut souhaiter, souvent au top, et ils valent 20 fois les résultats. Prenez des choses comme General Dynamics, comme Lockheed Martin, comme Northrop Grumman. Ces gens-là valent 20 fois, quand ici on vaut plus de 40 fois en moyenne. Il y a un point commun. Il y a, moi, il y a quelque chose que je note chez beaucoup d'entreprises de défense, qui ont été rachetées depuis, mais que ce soit chez Northrop Grumman, chez Dassault, il y a à la base la vision d'un homme. Voilà, Dassault, c'est la vision d'un homme. Northrop, c'est Jack Northrop, c'est l'homme qui a inventé l'aile volante. L'aile volante, elle envoie désormais les bombes perforantes en Iran sans être détectée par les radars. Et c'est quelque chose d'assez clair et net dans certains groupes de défense. Et là-dessus, je suis assez d'accord. Quand il y a une vision, il y a aussi une volonté d'investir. Voilà. Une performance durable. Lui ne croit pas dans le potentiel des valeurs boursières au cours actuel et quitte à y investir, il vous conseille d'y aller aux États-Unis. Voilà, c'est Marc Giraud, un agent américain parmi nous. Et bon lundi. Oui. Marc, on vous a démasqué.